Un plateau haut qui augmente, une incidence qui augmente, une pression sur l'hôpital qui augmente. Ce sont plusieurs scénarios qui vont d'un maintien du cadre actuel, avec le couvre-feu à 18 h, jusqu'à un confinement très serré. Les lieux de contamination sont clos, c'est-à-dire les lieux où vous ne pouvez pas garder votre masque, les lieux qui sont plutôt clos, couverts. On en tire globalement que de nombreuses personnes ne savent pas où elles ont été contaminées, quand même, et que quand elles le savent ou quand elles le suspectent, elles suspectent souvent le travail ou un repas, un moment avec leur cercle amical ou leur cercle familial. Ce sont vraiment les repas qui reviennent très au devant de toutes les autres causes. Il faut faire quand même attention à cette étude puisqu'elle a été réalisée en partie pendant le couvre-feu et en partie pendant le confinement du mois de novembre. Donc les résultats sont forcément un peu biaisés, par exemple au niveau des restaurants ou des salles de sport. C'est très difficile effectivement pour les transports en commun, pour même les lieux de culture, de savoir vraiment quel est leur lien avec la contamination. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de contamination à ces endroits-là, mais si on vous demande où vous avez attrapé le Covid et que vous n'avez pas une occasion très franche, par exemple un repas ou un cas contact, eh bien, est-ce que vous l'avez attrapé dans le métro, dans le bus, au travail, si tout le monde portait son masque? C'est pas forcément simple de le savoir. D'ailleurs, l'étude le montre bien cette fois-ci. Beaucoup de personnes n'ont aucune idée de l'endroit où elles ont été contaminées. Et ces endroits où on ne reste pas très longtemps sont forcément des endroits qui sont très difficiles à capturer dans les études. Ce qu'il faut retenir, je pense, de tout ça, c'est surtout le mode de contamination. Le Covid se transmet de deux grandes manières. La première, ce sont ces fameux postillons qui imposent la distanciation. Quand on parle, on envoie spontanément des postillons à 1 mètre. Quand on parle fort, ça peut aller jusqu'à 2 mètres. Quand on éternue, parfois beaucoup plus loin. Ce qu'on oublie souvent, c'est la deuxième cause de transmission du Covid, qui est ce qu'on appelle les aérosols. Ce sont des toutes petites gouttes qui sortent de notre bouche et de notre nez. C'est pour ça que c'est important de mettre le masque devant les deux, un peu comme un nuage de fumée. Imaginez que, en parlant, je fume de manière continue dans une pièce close. La première chose que vous feriez si vous étiez assis à côté de moi, c'est d'ouvrir la fenêtre et d'aérer. On n'en parle pas assez. C'est quelque chose qui pose souci en lieu clos. Il apparaît, selon les données disponibles à ce jour, que cette mesure a une efficacité sanitaire. À ce stade, il ne freine pas suffisamment la circulation du virus pour être considéré comme pleinement efficace. Alors, il faut nuancer un tout petit peu. On a des départements qui avaient un couvre-feu à partir du 2 janvier, où on a vu une augmentation quand même de 20 à 30%. Et à l'inverse, on a des départements sans couvre-feu, où on a vu une diminution du taux d'incidence. On peut dire qu'en moyenne, il y a eu une diminution de l'incidence pendant cette période. Ça, c'est vrai. Tout le problème des moyennes, c'est que on peut avoir deux extrêmes qui font une moyenne qui sera globalement bonne. Donc en moyenne, on a bien eu une baisse d'environ 16% pendant le couvre-feu, mais déjà, il faut vraiment regarder département par département. C'est toujours difficile d'imputer une amélioration à une seule mesure. En fait, si on voulait être certain qu'il n'y avait qu'une seule chose qui fonctionnerait, il ne faudrait faire que ça. On pourrait tester d'un côté les gestes barrières, de l'autre côté un couvre-feu, de l'autre côté un confinement, mais il faudrait vraiment séparer à chaque fois. Or, on ne peut pas le faire en ce moment, il y a plusieurs mesures en même temps, donc c'est toujours un peu biaisé quand on essaye d'analyser l'effet d'une seule de ces mesures, parce que les autres ont aussi un effet indirect sur elles. Le rôle de l'État, c'est également que les publics prioritaires puissent accéder au vaccin dans des conditions de simplicité, de sécurité et de transparence. Ce qu'on voit en image là ne concerne que la tranche des 60-69 ans et des hommes et le vaccin de chez Pfizer. Ça nous montre sur le premier graphe ce qui se passerait pour 10 000 hommes donc de 60 à 69 ans sans vaccin, qui auraient tous été contaminés par la Covid. Et sur le deuxième graphique, on reprend 10 000 hommes donc de 60 à 69 ans avec cette vaccination. Donc sur le premier graphique, on peut voir que tous seraient contagieux, déjà, les 10 000 qui l'ont attrapé, qu'il y aurait de tête 99 décès sans vaccination dans ce groupe, plus de 600 hospitalisations, plus de 1000 patients qui auraient des symptômes très longs, donc à plus de 50 jours. C'est quand même extrêmement important. Et encore, ce qu'il faut retenir de ce graphique, c'est qu'il ne prend pas en compte les personnes vulnérables. Si les personnes ont des pathologies à côté, une obésité, un problème d'immunité, ça n'apparaît absolument pas. Ce sont des personnes
lambda, entre guillemets. Donc on voit quand même un certain nombre d'hospitalisations, de décès et d'effets secondaires, de séquelles vraiment très longues, alors que dans le groupe qui a été vacciné, il y a très peu de décès, puisque de tête il y en a 5, il y a une trentaine d'hospitalisations. Il me semble qu'il doit y avoir une cinquantaine à peu près de symptômes persistants. Et par contre, il y a plus de 9000 personnes qui n'auraient pas contracté la Covid. Donc ça, c'est déjà un point très important. Ce vaccin est très efficace dans cette tranche d'âge en particulier. Et les 2 petits carrés qu'on peut voir en haut à droite, sur 10 000 personnes, ça montre le nombre de personnes qui auraient un effet indésirable grave lié au vaccin dans les 2 mois suivant la vaccination. En tout cas, d'après les données préliminaires qu'on a eues des études de ce vaccin. Ce que ça nous montre globalement, c'est que c'est un vaccin très efficace avec peu d'effets secondaires indésirables. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, on a commencé à vacciner et on ne voit pas de surplus d'effets secondaires par rapport à ce qui avait été montré dans les études. Donc c'est très rassurant vis-à-vis de la Covid. Non seulement c'est efficace, mais en plus, on a très peu de personnes avec des séquelles sur le long terme, très peu de personnes donc qui l'ont. Donc c'est vraiment très bon signe pour le vaccin.